La riche petite amie de mon frère a passé tout le dîner à se moquer de mes vêtements, de mon travail, et de ma façon de parler, tandis que ma femme me serrait la main et me chuchotait « Ne fais rien ». Lorsqu'elle a commencé à se vanter de sa dernière affaire, j'ai pris mon téléphone. Ce qui s'est passé ensuite a mis fin à 3 choses à la fois. Elle a qualifié mon accent de pittoresque. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pittoresque. De la même manière qu'on décrirait un étal de fruits au bord de la route, où l'on n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Inclinant son verre de vin vers moi, à travers la table de la salle à manger de ma mère, la lueur de la bougie accrochait le rouge à l'intérieur du verre, jusqu'à le rendre presque noir, son sourire figé dans cette forme bien spécifique, propre à une femme qui ne s'est jamais demandé une seule fois si l'Assemblée avait envie de l'entendre. Très terroir, a dit Camille. L'Est du Kentucky, c'est bien ça? On n'entend plus cela dans les milieux sérieux. Ma famille a ri. Ma mère, la première. Diane Whitmore ne manquait jamais une occasion d'acquiescer lorsque l'argent impressionnant s'exprimait. Mon père a laissé échapper un rire étouffé. Le genre de rire qui signifiait « nous le pensons tous », mais elle l'a dit. Mon frère, Grant, souriait dans son verre, fier de ce qu'il avait ramené à la maison, de la même manière qu'on est fier d'une voiture qui fait tourner les têtes sur un parking. Et ma femme, Becca, m'a serré la main sous la table. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, ses lèvres bougeant à peine. Ne fais pas d'histoire. 5 mots. Assez doux pour que personne d'autre ne les entende. Assez tranchant pour que je ressente chacun d'eux, séparément. Comme des doigts qui appuient sur une blessure qui n'a jamais vraiment guéri. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Des haricots verts disposés en un faisceau soigné, à côté d'un porc pâle, et si parfait, qu'on l'aurait cru. Pain. La porcelaine de mariage de ma mère, les verres en cristal, les couverts lourds qui faisaient de chaque repas une sorte d'audition. J'avais passé ma vie entière à passer des auditions pour cette famille. J'ai souri. Le sourire de Camille s'est élargi, satisfaite. Elle pensait que j'avais accepté ma place à table. Elle n'avait aucune idée qu'elle était assise à la mienne. Laissez-moi vous dire qui j'étais dans cette pièce, avant de vous raconter ce que j'y ai fait. Je m'appelle Nolan Whitmore. J'ai 31 ans. Dans ma famille, on me présente comme « notre pilier ». Stable, une expression que ma mère prononce avec un sourire doux, presque désolé, comme si elle expliquait la présence d'un mur porteur dans une maison. Par ailleurs magnifique. Grant est présenté en premier, toujours. Voici mon aîné, dans l'immobilier commercial, brillant avec les clients. Puis, le pivotement vers moi, la lumière qui baisse. Et voici Nolan, notre pilier stable. Stable, dans le langage de ma famille, signifie sans risque, gris, l'homme qui part avant le dessert parce qu'il travaille le lendemain matin. Il arrivait partout, enveloppé de colognes, vêtu de bleu marine sur mesure, et armé d'un charme éclatant qui poussait les pièces à se réorganiser autour de lui. Il connaissait des promoteurs, des présidents de clubs, des hommes qui prononçaient les mots « cycle de marché » en tenant un verre de bourbon. Il pouvait transformer la commande d'une entrée en la conclusion d'une affaire. Moi, je maîtrisais les algorithmes de routage de fret, la redondance des bases de données, la conformité des contrats, et je savais garder la main ferme quand un serveur tombait en panne à 2h40 du matin, alors que 38 employés dépendaient de cette réparation. Mais, pour mes parents, je réparais des ordinateurs. Et réparer des ordinateurs, pour eux, cela consistait à réinitialiser des mots de passe, à débloquer des imprimantes, ou à rappeler à des adultes consentants qu'il faut éteindre et rallumer l'appareil. La vérité était une chose sur laquelle ils n'avaient jamais pensé à m'interroger. 6 ans avant ce dîner, j'ai quitté un emploi en entreprise qui était en train, lentement, de me polir pour me donner une forme lisse et docile. J'ai fondé une entreprise appelée Rootline System, depuis la table de notre
cuisine. Un vieux sweat à capuche, du café de station-service, et un ordinateur portable, dont la charnière fissurée devait être ouverte à deux mains. L'idée était de concevoir un logiciel qui aiderait les entreprises de transport à acheminer le fret, sans se noyer dans les feuilles de calcul, les appels téléphoniques, et les intuitions déguisées en 30 ans d'expérience. La toute première version était franchement laide. Le tableau de bord se chargeait comme s'il en avait honte. La palette de couleurs ressemblait à celle d'un site d'impôts locaux. J'ai pleuré sur des lignes de code que je ne comprenais pas, j'ai présenté mon projet à des investisseurs qui regardaient leur téléphone avant même que je ne sois assis, et j'ai même passé un samedi entier à répondre, seul, aux emails du service client, car j'étais, à moi seul. Tout le département d'assistance. 52 investisseurs ont dit non. Le 53e m'a posé une question que personne, dans ma famille, n'avait jamais pensé à poser, de quoi as-tu besoin pour passer à l'échelle? Je me rappelle encore cette pièce. Une moquette beige, du café brûlé, la pluie qui striait la fenêtre derrière elle, et ma propre voix, tremblante, alors que je répondais. Je me souviens être sorti. Juste après, être resté sous l'auvent avec mon ordinateur pressé contre ma poitrine, à rire et à m'essuyer les yeux pendant que les camions de livraison fendaient les flaques d'eau dans un sifflement, parce que quelque chose, enfin, s'était débloqué dans la bonne direction. Notre premier vrai client fut une entreprise régionale de transport routier, dont la répartitrice a pleuré au téléphone, de vraies larmes, parce que notre logiciel lui redonnait ses samedis. J'ai imprimé cet email, je l'ai scotché à l'intérieur du tiroir de mon bureau, et, les mauvais soirs, les soirs où les serveurs flanchaient et où le compte en banque se vidait, j'ouvrais ce tiroir pour le relire. Rootline s'est développé discrètement après cela, puis beaucoup moins discrètement. Le soir où Camille Hartwell s'est assise à la table de ma mère. Mon entreprise comptait 38 employés, des bureaux dans 3 villes. Plus de 200 clients dans le fret et la logistique. Et des discussions d'acquisition avec Crestpoint Capital Partners qui duraient depuis 5 mois. Nous évaluons entre 45 et 70 millions de dollars. Ma famille n'en savait absolument rien. Becca en connaissait des bribes. Elle savait que je travaillais tard. Elle savait que je prenais des appels pour lesquels je devais m'isoler. Elle savait que j'avais un compte professionnel, et une avocate nommée Renata, qui m'appelait plus souvent que la plupart de mes amis. Elle ne demandait jamais plus que cela. Je m'étais dit que c'était du respect. Mais c'est lors de ce dîner dominical que j'ai compris qu'il s'agissait de toute autre chose. Grant m'avait appelé 3 jours auparavant pour m'annoncer qu'il venait accompagner. Elle est différente, avait-il dit, le souffle court, de cette manière qu'il avait de s'enthousiasmer pour de nouvelles acquisitions, le capital investissement, sa formation à Wharton, et les portefeuilles internationaux. Maman planifie déjà le mariage. J'étais debout dans la chambre, les yeux fixés sur mon blazer gris suspendu à la porte du placard. Mon ordinateur était ouvert sur le lit, l'écran illuminé par un email de l'équipe d'acquisition de Crestpoint. Liste définitive de l'équipe ci-jointe. J'aurais dû l'ouvrir à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai enfilé le même blazer que j'avais porté les 3 dimanches précédents, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, tel un homme entrant dans une pièce où tout le monde pense déjà connaître la fin de l'histoire. Ma mère a ouvert la porte avant même que nous n'ayons sonné. Des perles. Ces perles importantes. Ses yeux ont fait leur inspection habituelle avant que son sourire n'apparaisse. Encore du gris, a-t-elle dit, en me tapotant l'épaule. Comme on le ferait avec un porte-manteau. Tellement fiable. Une petite égratignure enveloppée de douceur. J'en avais déballé toute ma vie. Dans le salon, Grant s'est levé du canapé, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ma première baille de serveur. À ses côtés se tenait Camille Hartwell. Belle, d'une beauté très apprêtée.
Brushing impeccable qui ne bougeait pas d'un millimètre. De la soie couleur crème. Des bijoux discrets, de cette discrétion que seuls les objets très coûteux possèdent. Un bronzage qui laissait deviner soit un séjour récent dans un pays chaud, soit de l'argent dépensé pour en donner l'illusion. Sa poignée de main était fraîche et exercée. Ma mère a pris son manteau en personne, ce qu'elle n'avait jamais fait une seule fois pour Becca. Mon père est entré avec un scotch déjà servi, et il a serré chaleureusement la main de Camille des deux mains, une attention qu'il réservait uniquement aux personnes qu'il considérait d'importance. Crest point capital, a dit mon père, comme s'il savourait un mets d'exception. Grant nous a dit que vous étiez chez Crest point, entre autres choses, a répondu Camille avec assurance. Ce nom m'a traversé comme un courant d'air glacial sous une porte. Crest point avait occupé 5 mois de ma vie. Je savais que leur directrice générale gardait ses lunettes de lecture relevées dans ses cheveux, et tapotait 2 fois avec son stylo avant d'avancer un argument. Je savais que leur analyste junior posait les questions les plus acérées à chaque réunion. Je m'étais assis dans leur salle de conférence, j'avais débattu avec leur équipe juridique au sujet des clauses d'entiercement. Mais je ne connaissais pas Camille Hartwell. Je n'ai rien dit. J'ai enregistré l'information, et j'ai observé. Le dîner a commencé par un velouté de courge buternu. Camille a fait l'éloge de l'assaisonnement. Ma mère rayonnait littéralement. Camille s'est mise à parler avec ce langage propre aux personnes qui ont appris qu'il est plus facile de paraître important que de l'être réellement. Effet de levier, optimisation, repositionnement stratégique, synergies intersectorielles, des mots qui résonnaient de façon impressionnante, mais ne voulaient presque rien dire. Mon père s'est penché en avant. Ma mère a resservi du vin à Camille avant même que son verre ne soit moitié vide. Grant riait à ses plaisanteries un instant avant la chute. Becca a essayé de participer, une fois. Mes élèves de CM1 travaillent sur un projet de construction de pont, a-t-elle dit. Certains d'entre eux ont conçu des armatures bien meilleures que le modèle du manuel. C'est adorable, a répondu ma mère, se tournant déjà à nouveau vers Camille. Donc, vous disiez. Concernant votre pipeline d'acquisition. Les épaules de Becca sont tombées d'un demi-pouce. J'ai senti la colère familière monter doucement au fond de ma poitrine. Puis, Camille s'est tournée vers moi. Alors, Nolan, a-t-elle dit, avec le sourire d'une femme faisant l'aumône, parlez-moi un peu de votre petit monde informatique. La salle à manger a soudain paru plus froide. Elle m'a expliqué mon propre métier, entre 2 bouchées du filet de porc onéreux préparé par ma mère. L'assistance technique est nécessaire, évidemment, disait-elle, mais la véritable valeur se crée au-dessus de ce niveau. Le capital, le positionnement. Le flux d'affaires. Les affaires reposent généralement sur des logiciels. Ai-je fait remarquer, provoquant un rire nerveux autour de la table. Ma mère est venue à sa rescousse avec une rapidité déconcertante. Nolan a toujours préféré la stabilité. Ce n'est pas un homme qui prend des risques. Mon père a acquiescé, marmonnant quelque chose sur son tempérament. Grant m'a adressé ce sourire de compassion que je détestais le plus, celui qui signifiait qu'il me pardonnait de ne pas être impressionnant. Becca fixait son assiette. Camille a qualifié mon blazer de « raisonnable », puis de « indémodable », et enfin d'une humilité rafraîchissante. Chaque mot était une boîte un peu plus petite pour m'y enfermer. Elle a dit à Becca qu'elle devrait abandonner l'enseignement pour se lancer dans la formation en entreprise. Même compétence, meilleure rémunération, et elle a ri doucement lorsque Becca a répondu qu'elle aimait sa classe. Bien sûr, la passion c'est magnifique, jusqu'à ce qu'il faille refaire la toiture. Ma fourchette a cliqueté contre l'assiette. La main de Becca s'est posée sur mon genou sous la table. Ce n'était pas du réconfort,
c'était de la retenue. Le dessert est arrivé. Des crèmes brûlées, servies dans les ramequins de ma mère. Elle a cité le nom de la pâtisserie avant même que quiconque n'ait levé sa cuillère. Je suis resté assis là, devant mon café qui refroidissait, à regarder. Une femme passait 2 heures à utiliser l'argent comme un instrument de mesure. Et j'ai mesuré la distance entre celui que j'étais à cette table, et celui que j'étais à chaque autre instant de ma vie. Puis, il y a eu l'accent. Pittoresque, a dit Camille, d'une manière très terroir. Tout le monde a ri. Mon père, qui avait l'habitude de m'interrompre au milieu de mes phrases à cette même table quand j'avais 13 ans, pour me faire répéter les mots jusqu'à ce qu'ils sortent sans aucune intonation, sous prétexte que je parlais comme un gars de la coopérative agricole. Ma mère, Grant. Toute cette pièce chaleureusement éclairée s'accordait à penser, sans le formuler, que j'étais la touche de folklore local à une table qui était devenue trop grande pour moi. Becca m'a serré la main. Ne fais pas d'histoire. Je l'ai regardée. Elle était pâle. Non pas embarrassée pour Camille, mais pour moi, redoutant ce que je pourrais faire pour perturber la cruauté polie que tout le monde avait accepté de qualifier de dîner. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas brisé, non, silencieux. Les choses brisées s'effondrent. Les choses silencieuses, elles, prêtent attention. Puis, Camille s'est adossée à sa chaise. Son verre de vin à la main. Et elle a dit la phrase de trop. En parlant de véritable valeur, je suis en plein milieu d'une acquisition majeure en ce moment. Une entreprise de logiciels. Logistique. Route quelque chose. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Il a ralenti. La plateforme est correcte, a-t-elle poursuivi, une technologie de fret de milieu de gamme, pour tout dire. Nous prévoyons de restructurer la direction, de nettoyer l'architecture technique, de supprimer les doublons, et de la revendre d'ici 2 ans. Ses fondateurs ne comprennent jamais sur quoi ils sont assis. Ils tombent par hasard sur l'adéquation produit-marché, puis des gens comme nous arrivent pour professionnaliser le tout. La cuillère dans ma main s'est figée au-dessus de la crème brûlée. Route quelque chose. Mon entreprise. Les yeux de ma mère brillaient d'admiration. Mon père s'est penché en avant, l'interrogeant sur les délais. 90 jours, a répondu Camille. Une clôture rapide. Des gens comme nous. Des fondateurs comme moi. J'ai regardé autour de la table. Ma mère était sous le charme. Mon père était impressionné. Grant rayonnait d'avoir fait un si bon choix. Becca semblait poliment perdue. Personne ne savait que cette femme, qui mettait en scène une affaire à laquelle elle ne participait pas, parlait des 38 employés que j'avais embauchés, un entretien d'embauche stressant après l'autre. Des 200 clients que j'avais gagnés. Du produit dont j'avais rédigé les premières versions, si laide, dans ma cuisine, vêtue d'un vieux sweat à capuche. Mais moi, je le savais. Et pour la première fois de la soirée, j'ai souri pour moi-même. Camille. Ma voix a traversé la pièce comme le bruit d'une chaise raclant le carrelage dans un restaurant silencieux. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Même les flammes des bougies ont semblé se figer. Camille a scié. Oui. De quel cabinet avez-vous dit que vous faisiez partie? Elle s'est reprise avec aisance. Crest Point Capital Partners. Et c'est vous qui dirigez l'acquisition de Rootline? C'est exact? A-t-elle dit, amusée désormais. Pourquoi, vous connaissez quelqu'un là-bas? Grant a gloussé doucement. Ma mère m'a lancé un regard noir qui signifiait. Clairement, n'embarrasse pas cette famille devant elle. Becca a bougé sur sa chaise. J'ai posé ma cuillère. L'argent a produit un dernier petit tintement contre le ramequin. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. J'ai ouvert mon téléphone. J'avais organisé les dossiers des mois
Auparavant. Audit préalable Crest. Équipe d'acquisition. Correspondance juridique. Documents publics. Mes doigts ont parcouru les fichiers, sans se presser. J'ai trouvé la liste de l'équipe. Un papier officiel en tête de Crest. Daté de la semaine même, listant chaque personne impliquée dans les négociations. De Rootline. J'ai tourné l'écran vers Camille. C'est étrange, ai-je dit. Parce que je suis le fondateur et le PDG de Rootline System. Je négocie avec Crest. Depuis 5 mois. Et votre nom ne figure pas dans l'équipe d'acquisition. Le silence qui a suivi était de cette nature bien particulière, celle qui s'installe lorsque quelque chose de très coûteux se brise dans une pièce voisine. Le sourire de Camille n'a pas disparu immédiatement. Il a tenu bon dans un premier temps, puis il a commencé à se fissurer aux angles, de la même manière que la glace se fissure du centre vers l'extérieur avant de céder complètement. Ma mère me fixait comme si je m'étais mis à parler une langue étrangère. Les yeux de mon père se sont posés sur le téléphone. Grant a murmuré, « Quoi ?» dans un souffle à peine audible. Becca a cessé de bouger, complètement. J'ai fait défiler l'écran. Directeurs généraux, conseillers juridiques, analystes, équipe d'audit technique, consultants en intégration. J'ai levé les yeux. Aucune Camille Hartwell. Elle s'est raclée la gorge. L'acquisition. Les structures de poste sont complexes. Tout le monde n'apparaît pas sur chaque document interne. Ce ne sont pas des résumés internes, ai-je rétorqué. Ce sont les listes officielles envoyées directement à mon attention, en tant que PDG. Une rougeur a commencé à monter sous son bronzage. J'ai ouvert le deuxième document. De plus, selon les registres publics, vous ne travaillez plus chez Crest. Depuis 7 mois. Le verre de vin de ma mère a tremblé. Une fine coulée rouge a glissé le long de la paroi et a touché son doigt. La voix de Camille a changé de registre, elle a perdu son velouté. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. J'ai tourné l'écran vers l'ensemble de la table. Déclaration de rupture de contrat de travail, ai-je précisé. Déposée après que Crest. L'a licencié pour motif grave, pour avoir menti sur son implication dans des transactions, falsifié des rapports clients, et revendiqué le mérite d'acquisition dans lesquelles elle n'avait joué aucun rôle. Grant a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire, un petit bruit de crevaison, comme de l'air qui s'échappe d'un objet resté gonflé pendant des années. Camille s'est levée brusquement, sa chaise raclant violemment le sol. C'est complètement hors contexte. Quel contexte rend une fraude acceptable? Ai-je demandé. Personne n'a ri. Les bougies ont continué à brûler. Le vieux radiateur cliquetait. Dehors, une voiture est passée dans la rue. Mouillée, ses pneus glissant sur la chaussée humide. Le monde ordinaire poursuivait son cours, tandis que celui, si soigneusement échafaudé autour d'eux. Cette table, se décousait sous nos yeux. Mon père lisait le document sur mon téléphone, avec la concentration d'un homme qui regarde son propre jugement s'effondrer en temps réel. Tu avais dit que tu étais directrice générale, a chuchoté Grant. Tu avais dit que tu avais été promue au printemps. Camille a tendu la main vers son bras. Grant, mon cœur, s'il te plaît, non. Il s'est reculé. Ne m'appelle pas comme ça. Elle s'est alors tournée vers mes parents, désespérée. Madame Whitmore, je peux vous expliquer. Nolan est manifestement sous le coup de l'émotion. Il a peut-être mal interprété le document. J'ai éclaté de rire. Cela a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai bâti l'entreprise que vous venez de qualifier de milieu de gamme, ai-je déclaré. J'ai écrit le premier code à la table de ma cuisine. J'ai survécu à 52 refus d'investisseurs. Je connais chaque personne de cette équipe d'acquisition.
Jusqu'à l'analyste qui garde des barres protéinées dans sa sacoche parce que les réunions d'audit s'éternisent. Je me suis penché en avant. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans la maison de ma mère, de vous moquer de mon travail, de la classe de ma femme, de ma voix, pour ensuite utiliser mon entreprise comme un trophée. Camilla. Alors regardez Becca, son dernier recours, espérant trouver un autre conjoint. Silencieux pour arranger les choses. Becca a détourné les yeux. Ma mère s'est levée, sa chaise faisant à peine un bruit. Elle n'avait pas besoin de parler fort. Diane Whitmore menait les assemblées. Depuis 30 ans par sa seule présence. Sortez de ma maison, a-t-elle ordonné. Diane, je vous en prie. Immédiatement. Camille a jeté un dernier regard à Grant. Il s'agrippait au dossier de sa chaise, les articulations blanchies par la force de sa prise, fixant un point sur la nappe. Comme si la soirée pouvait se recomposer d'elle-même s'il restait immobile. Elle a saisi son manteau, ses petits bijoux discrets, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. La porte s'est ouverte, puis refermée, et, dans le silence qui a suivi, chaque personne présente autour de cette table s'est tournée pour me regarder. Pendant 31 ans, j'avais fait office de meuble à cette table. À présent, j'étais le seul élément visible dans la pièce. Personne n'a parlé. Pendant un long moment. Mon père a manqué son verre en se servant à nouveau du scotch. Le liquide ambré a coulé sur sa main sans qu'il ne s'en rende compte. Grant fixait l'embrasure de la porte, vide. L'horloge du couloir égrenait ses secondes avec cette indécence particulière du bruit qui continue quand tout le reste s'est arrêté. Tu es le PDG, a dit ma mère. Oui. De l'entreprise dont elle parlait? Oui. Mon père a levé les yeux. Quelle est sa valeur? Évidemment. Les chiffres d'abord. Les sentiments plus tard. Si tant est qu'il y en ait. Entre 45 et 70 millions, ai-je répondu, selon la structure financière que nous accepterons. Le mot « million » a traversé la table comme un coup de vent glacial auquel personne ne s'était préparé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a demandé ma mère. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait tellement de réponses possibles. Parce que vous m'appeliez, stable, comme s'il s'agissait d'un prix de consolation. Parce que mon père m'interrompait chaque fois que je parlais de choses sérieuses. Parce que la montre de Grant suscitait plus de questions d'intérêt que l'ensemble de ma carrière. Parce que la seule fois où j'ai évoqué l'idée de bâtir mon propre projet, vous m'avez dit que la stabilité me convenait très bien, ce qui était votre façon de me dire que l'ambition ne m'allait pas. Je lui ai donné la vérité la plus brute que j'avais en moi. Vous ne me l'avez jamais demandé. Elle a tressailli. C'était une bonne chose. Certaines vérités ont besoin de frapper de plein fouet avant d'être adoucies. Becca a cherché ma main sous la table. Cette fois, j'ai retiré la mienne. Elle l'a remarqué. Son expression a changé, très légèrement, mais suffisamment. Nolan, a-t-elle chuchoté. J'ai besoin d'air. Le couloir était plus froid. Je suis passé devant les photos de famille, alignées dans leur cadran. Argent. Grant lors de sa remise des diplômes. Grant au championnat de tennis du club. Grant serrant la main du maire lors d'une inauguration. J'étais présent. Sur certaines d'entre elles, techniquement parlant, sur le bord, à moitié de profil, une simple épaule en arrière-plan de ma propre famille. Becca m'a suivi jusqu'à l'entrée. Est-ce que nous pouvons parler? Je me suis retourné face à elle, sous le lustre, celui que ma mère qualifiait de sobre. Alors qu'il faisait à peu près la taille d'un satellite de télécommunication. Tu m'as dit de ne pas faire d'histoire, lui ai-je rappelé. Elle a fermé les yeux. Je sais. Une femme était en train de me traîner. Dans la boue devant toute ma famille. J'ai paniqué. Tu paniques toujours. Quand nous sommes ici.
Ta famille me donne l'impression que je ne suis rien. Un frisson glacial m'a traversé. Et ta solution, c'était de les aider à faire en sorte que je ne sois rien non plus? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'était la première réaction honnête qu'elle avait eue de toute la soirée. Je ne savais pas, a-t-elle dit. À voix basse. Pour l'entreprise. Pas vraiment. Tu en savais bien assez. Pour poser des questions. Je pensais que tu m'en parlerais quand tu serais prêt. Non, ai-je rétorqué. Tu pensais que ne pas poser de questions te dispensait d'avoir à savoir. Il y a une différence. Ses yeux se sont embués. Ce n'est pas juste. Juste? Je l'ai regardé. J'ai passé 4 ans à te défendre face aux gens. Assis dans cette pièce. Je me disais que tu étais douce, pas faible. Mais ce soir, j'ai compris une chose, tu ne cherchais pas seulement à éviter les conflits, tu protégeais ta propre place à table. Un mari discret te permettait de faire passer ta peur pour de la paix. Un mari effacé ne t'obligeait jamais à choisir. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ton premier réflexe a-t-il été de me faire taire, moi, plutôt qu'elle? Elle a regardé en direction de la salle à manger, puis s'est tournée à nouveau vers moi. La réponse se lisait sur tout son visage. Ma mère est apparue au bout du couloir. Son visage semblait dépouillé, d'une manière que je ne lui avais jamais connue, même sous son maquillage encore intact. Nolan, s'il te plaît, reste. J'ai regardé ma mère, puis Becca, et enfin la salle à manger où les assiettes gisaient, à moitié vides et refroidies. Pour une fois, personne ne cherchait à me diriger. Pour une fois, ils attendaient. J'ai ramassé mon manteau. Non? Ai-je dit. Où vas-tu? A demandé Becca. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid s'est engouffré, apportant des effluves de feuilles mouillées et de lointain. Quelque part où je n'ai pas besoin de me faire tout petit. Je suis sorti. Seul. Derrière moi, toute la maison s'est tue. J'ai conduit sans musique. Les routes étaient glissantes, d'un noir brillant sous l'éclairage des lampadaires. Mes mains étaient fermes sur le volant, mais ma poitrine me semblait vide. Dépouillée de tout repère familier. Je ne suis pas rentré chez moi. Chez moi, Becca m'aurait suivi, se serait excusée, aurait préparé du thé, et aurait essayé de transformer une vérité pourtant limpide en une discussion interminable. Je n'avais pas la force de la réconforter face aux conséquences de la peine qu'elle m'avait causée. Je me suis installé dans un hôtel du centre-ville, en utilisant mon compte professionnel. Le hall sentait le nettoyant aux agrumes et les fleurs fraîches. La réceptionniste m'a tendu une carte d'accès comme si j'étais un client ordinaire. Pas d'histoire familiale. Pas d'attente. Pas de « Oh, vous êtes le frère de Grant ». Et cela a failli me bouleverser plus encore que tout ce qui s'était passé à cette table. Simplement mon nom. Chambre 1412. J'étais debout dans l'ascenseur, à regarder les chiffres s'égrener en rouge tandis que mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman, papa, Grant, Becca, un numéro inconnu. Encore Becca. J'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau de la chambre. Je me suis assis sur le bord du lit, en maillot de corps, et j'ai pleuré, de ces larmes amères et disgracieuses que je ne me serais jamais permis de verser devant quelqu'un d'autre. La bouche ouverte, une main pressée à plat contre mon sternum, parce que le chagrin pèse sur le corps, et que le mien en portait un fardeau trop lourd, depuis bien trop longtemps. J'ai pleuré pour l'enfant qui s'entraînait à gommer ses intonations devant le miroir de la salle de bain. Parce que son père disait que les gens le remarquaient. J'ai pleuré pour tous ces dîners où je riais aux blagues faites à mes dépens. Uniquement pour préserver l'harmonie de la soirée. J'ai pleuré pour ces 4 années passées à me convaincre qu'une femme qui m'aimait discrètement, en privé, me suffisait, alors même qu'elle refusait de prendre ma défense en public. Et
Quelque part, sous tout cela, plus silencieusement encore, j'ai pleuré parce que le scénario que j'avais imaginé pendant des années pour cette soirée, celui où ma famille me verrait enfin tel que je suis, s'était bel et bien produit. Mais je ne m'étais pas senti reconnu. Je m'étais senti évalué. Vers minuit, j'ai regardé mon téléphone. Becca avait envoyé 11 messages. Je suis désolé, s'il te plaît, dis-moi où tu es. J'ai eu tort. Je t'aime. Nous pouvons réparer cela. Ce dernier message m'a laissé plus de marbre encore que la pluie qui tombait dehors. Nous. Elle pensait encore qu'il s'agissait d'une simple fissure à colmater. D'un incident à balayer. Les messages de ma mère étaient plus courts, progressant vers quelque chose. Le dernier disait simplement « Je suis désolé ». Sans fioriture. Pas de « Je suis désolé si tu l'as mal pris », ni de « Je suis désolé que le dîner ait été tendu ». Juste « Je suis désolé ». Je l'ai contemplé pendant un long moment, sans sentir la moindre rancœur s'apaiser. Puis, à 6h04 du matin, Callum m'a appelé. Callum Ray est mon associé. C'est la seule personne qui avait été présente à mes côtés à chaque crise, chaque échec frôlé, chaque nuit où nous avions failli abandonner. Il n'appelait jamais avant 7h du matin, à moins que la maison ne brûle. Tu fais le buzz, m'a-t-il dit. Je me suis redressé sur mon lit. Quelqu'un avait publié un message au sujet du dîner. Pas de vidéo, mais suffisamment de détails. Un discret PDG de la tech démasque sa petite amie impostrice lors d'un dîner de famille. C'était partout. Elle essaie déjà de retourner la situation, a ajouté Callum, et elle utilise le nom de Becca. La déclaration de Camille n'avait rien d'officiel, mais elle était redoutablement efficace. Le genre de dégâts qui ne nécessite pas de communiqué de presse, juste le bon compte de commérage financier, et une capture d'écran provenant d'un proche de la famille. Le message affirmait que le dîner avait fait l'objet d'un malentendu, que j'étais instable sur le plan émotionnel, et que ma propre femme s'était excusée en privé pour mon comportement. Mon comportement. Elle m'a appelé avant que je n'aie le temps de le faire. J'ai décroché. Dis-moi que tu n'as pas parlé à Camille, ai-je dit. Un silence. C'est ainsi que j'ai compris. Elle avait pris l'appel tard dans la nuit. M'a-t-elle expliqué. Elle ignorait ce que Camille voulait. Camille était en larmes. Becca avait simplement dit que les choses avaient échappé à tout contrôle. Échappé à tout contrôle. Une autre formule édulcorée à poser sur une réalité brutale. Est-ce que tu t'es excusé en mon nom? J'ai dit que tu subissais beaucoup de pression ces derniers temps. J'ai ri une fois, sans joie. Camille avait passé une seule soirée à me rabaisser. Becca, elle, avait passé 4 ans à me demander de l'encaisser. Et quand la vérité avait fini par coûter quelque chose à quelqu'un d'autre, le premier réflexe de ma femme avait été d'adoucir la chute. Pour elle. Pas pour moi. Je veux que tu aies déménagé avant mon retour. Ai-je dit. Nolan, s'il te plaît. Je ne discute pas. Je prends acte de ce qui a déjà été fait. Sa voix s'est brisée. Je t'aime. Je le sais. Mais ton amour est toujours arrivé après les dégâts. Elle pleurait à présent. Je pouvais l'imaginer à la table de notre cuisine. Les cheveux détachés. La main sur le visage. La bouilloire refroidissant à ses côtés sans avoir été touchée. Autrefois, cette image m'aurait ramené vers elle comme une marée. Laisse-moi réparer ça. A-t-elle supplié. Tu peux commencer par rétablir la vérité publiquement. Publie un message disant que tu ne t'es jamais excusé pour mon comportement. Parce que je n'ai rien fait de mal. Dis que Camille a menti. Dis que tu as manqué à tes devoirs envers ton mari. Utilise des mots simples. Un silence.
s'est installée. Sa terreur des mots simples. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit, avant de raccrocher. À 9 heures, j'étais dans le bureau de Callum, portant mes chaussures de la veille et une veste de rechange que son assistante gardait pour les urgences. L'endroit sentait le nettoyage à sec et le chewing-gum à la menthe verte. Callum a fait glisser une tasse de café sur le bureau. On dirait que tu as gagné une guerre, mais que tu n'as pas dormi depuis. C'est tout à fait ça. Crest Point a appelé. Il s'inquiète du bruit autour de la transaction. C'est Camille qui a créé le risque de fraude, pas moi. C'est exactement ce que je leur ai dit, mais ils veulent des garanties sur la stabilité de la direction. J'ai regardé à travers la cloison vitrée. Notre équipe s'activait dans l'open space. Sadie à l'accueil, le pôle 2. Développeurs rassemblés autour d'un écran, le soleil du matin qui éclairait le logo de Rootline que nous avions imprimé nous-mêmes dans un atelier de reprographie, faute de moyens pour nous offrir une véritable enseigne. La stabilité de la direction. J'avais construit cette stabilité de mes mains tremblantes, à la table d'une cuisine, vêtue d'un sweat à capuche, pendant que ma famille me traitait d'ennuyeux. Planifie l'appel, ai-je dit. Tu es sûr? Non. Mais j'en ai fini de laisser les autres écrire mon histoire. Avant l'appel de Crest Point, mon téléphone a vibré, signalant un SMS. De mon père, ta mère et moi venons à ton bureau, nous devons parler. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière la vitre avant que je n'aie le temps de répondre. Mes parents en sont sortis ensemble, traversant le hall d'accueil de mon entreprise comme des personnes qui s'attendaient encore à ce que les espaces se réorganisent sur leur passage. Ma mère tenait son sac à main à 2 mains. Mon père avait la mâchoire serrée. Pour la première fois en 31 ans, je ne me suis pas levé pour les accueillir. Ils semblaient plus petits dans mon bureau qu'ils ne l'avaient jamais paru dans leur maison. Chez eux, ils avaient l'avantage des lustres, du vin versé avant même que quiconque ne puisse le refuser, et de 30 années. D'une mise en scène minutieuse affirmant que cette famille avait du standing et du goût. Ici, sous la lumière crue des bureaux, avec le nom de mon entreprise affiché sur le mur derrière moi, ils ressemblaient à des visiteurs qui se seraient trompés d'étage. Mon père a remarqué le logo en premier. Son regard s'y est attardé une demi-seconde de trop. Ma mère a observé les employés, les salles de réunion vitrées, ces personnes effectuant un travail concret, en temps réel. Je l'ai vu comprendre, pièce par pièce, que tout cela n'était ni un coup de chance, ni un petit projet annexe pour lequel elle s'était montrée indulgente. Il y avait 38 personnes. C'était une structure vivante. Asseyez-vous. Ai-je dit. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Je ne lui avais jamais parlé sur ce ton. Sans impolitesse, sans élever la voix, simplement de façon directe. Elle s'est assise. Mon père est resté debout. C'est en train de s'ébruiter. Quelle partie? L'attention médiatique? Les commérages? Le risque de réputation? Pour qui? Sa mâchoire s'est contractée. Pour tout le monde. Sois précis. Ma mère a posé la main sur sa manche. Il a expiré bruyamment par le nez. Pour la famille, a-t-il dit. Nous y voilà. Ni ma réputation. Ni mon entreprise. Ni le fait qu'une étrangère m'ait publiquement sali, et que ma propre femme l'ait aidé à arrondir les angles. La famille. Ce vieux Dieu immuable. J'ai un appel avec Crest Point dans 20 minutes, ai-je annoncé. Alors, choisissez judicieusement. Êtes-vous ici en tant que mes parents, ou pour limiter les dégâts causés au nom des Whitmore? La voix de ma mère a tremblé lorsqu'elle a répondu, en tant que tes parents. Mon père a baissé les yeux vers le sol. J'ai attendu. Finalement, il s'est assis. Nous avons échoué envers toi. Ma mère n'a pas détourné les yeux en prononçant ces mots.
J'ai passé des années à te faire te sentir inférieur parce que tu ne manifestais pas la réussite d'une manière que je savais reconnaître. Je te qualifiais de stable quand je voulais dire sans risque. J'étais fier de Grant. Parce qu'il était impressionnant, et je n'ai jamais remarqué que vous étiez tous les deux en train de jouer la comédie pour moi, au lieu de vivre votre vie. Mon père s'est frotté le visage. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était. 48 heures auparavant. J'ai sous-estimé mon propre fils, a-t-il dit doucement. Évaluez-les. Risquer mon métier, et je me suis complètement trompé sur ce coup-là. Quelque chose m'a fait mal dans la poitrine. Rien ne s'est ouvert, j'ai simplement eu mal. Je vous crois quand vous dites que vous regrettez, ai-je dit. Ma mère a tendu la main à travers le bureau pour prendre la mienne. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne l'atteigne. Son visage s'est affaissé. Mais les regrets ne me réinstalleront pas dans la famille telle qu'elle était. Ai-je ajouté. Je ne reviendrai pas au dîner du dimanche pour que quelques larmes effacent 31 ans d'histoire. Je ne serai pas votre histoire de rédemption. Je ne serai pas la preuve que vous êtes devenu meilleur. Nous n'attendons pas cela, a-t-elle chuchoté. Si, vous l'attendez. Vous ne le savez simplement pas encore. Mon père m'a regardé avec une expression que je n'ai pas reconnue tout de suite. Puis, j'ai compris. C'était le regard d'un homme qui a passé sa vie entière à poser les mauvaises questions, et qui vient tout juste de s'en apercevoir. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé. Callum a levé 2 doigts derrière la vitre. Crest point dans 15 minutes. De la distance, ai-je répondu. Arrêtez d'appeler simplement parce que vous êtes mal à l'aise face aux conséquences de vos propres choix. Laissez Grant découvrir qui il est, sans m'utiliser comme outil de comparaison. Ne parlez pas de moi au club, ni à vos amis, ni à personne. Quand vous aurez respecté cela assez longtemps pour prouver votre sincérité, je vous ferai signe. Et Becca, a demandé ma mère. Ce nom a pénétré dans la pièce comme une volute de fumée. Je lui ai demandé de déménager. Mon père a froncé les sourcils. Le divorce est une étape sérieuse. 4 ans de lâcheté. Public aussi. Sadie a frappé à la vitre. Crest point est prêt. Je me suis levé. Mes parents se sont levés automatiquement. Par réflexe. Le pli. Pris après une vie passée à diriger les assemblées. Mon père a regardé vers la salle de conférence, puis s'est tourné de nouveau vers moi. Est-ce que tu vas t'en sortir? Pour une fois, la question semblait sincère. Ce n'était ni une évaluation, ni un doute. Juste un père effrayé. J'ai pris mon ordinateur portable. Je m'en sors déjà, ai-je répondu. C'est juste que vous ne le saviez pas. L'email de Camille à Crest Point était parti ce matin-là. Objet. Clarification officielle concernant de fausses accusations. Elle prétendait avoir agi en tant que consultante informelle sur l'accord de Rootline. Selon elle, j'avais mal interprété une conversation de table tout à fait décontractée. Elle affirmait également que son départ de Crest Point s'était fait d'un commun accord, sans aucun rapport avec des questions d'éthique. Puis, sa pire erreur, celle qui allait lui coûter absolument tout, elle suggérait que la direction de Rootline était instable, sous prétexte que son PDG d'alors avait laissé un conflit familial et personnel empiéter sur son jugement professionnel. Renata, mon avocate, s'est connectée en visioconférence depuis Chicago. Elle a lu le message à l'écran avec cette mine réjouie caractéristique des personnes qui adorent cette partie de leur métier. Parfait, a-t-elle dit. Callum l'a regardé, incrédule. Parfait? Elle l'a mis par écrit. Nadia Brandt est apparue à l'écran du côté de Crest Point. Ses lunettes de lecture étaient relevées dans ses cheveux. Elle tenait son carnet bleu, et elle a tapoté 2 fois avec son stylo avant de prendre la parole. Nolan, nous avons reçu l'email de Madame Hartwell, et je
tient à être tout à fait clair avant toute chose. Crest. N'entretient plus aucune relation avec Camille Hartwell. Elle a été licenciée pour motif grave. Dans ce cas, j'ai besoin d'une confirmation écrite, ai-je déclaré. Aujourd'hui même. J'exige également une attestation écrite confirmant qu'elle n'a joué aucun rôle, qu'il soit formel ou informel, dans l'acquisition de Rootline. Je veux que Crest. Informe chaque destinataire de son email que ces déclarations sont mensongères, et je demande une clause d'indemnisation révisée pour protéger Rootline contre toute responsabilité liée à ces fausses déclarations. Callum m'a jeté un regard en biais, empreint de ce qui ressemblait fort à de la fierté. Nadia m'a observé attentivement à travers l'écran. Ce sont des exigences de taille. Être entraîné dans une histoire de fraude par votre ancienne employée l'est tout autant. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'est juste. Nous avons négocié pendant 40 minutes. Sans supplier. Sans réagir de manière impulsive. En négociant, tout simplement. À la fin de l'appel, Renata s'est penchée vers sa caméra. Et votre épouse? Elle savait. Les bons avocats entendent ce qui n'est pas dit. Elle déménage aujourd'hui. Voulez-vous que je vous recommande un confrère pour le divorce? Envoyez-moi le contact. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement, tandis que Callum m'attendait en bas, dans la voiture. Le couloir sentait le dîner à l'ail de quelqu'un d'autre. Ma clé a tourné sans résistance dans la serrure. À l'intérieur, 2 valises attendaient près de la porte. Becca se tenait dans le salon, serrant contre elle la photo encadrée de notre mariage civil. On m'y voyait rire, la cravate de travers. Elle me regardait comme si le monde s'était réduit à une seule et unique personne. Le chagrin m'a frappé si violemment que j'ai failli me laisser glisser sur le sol. J'ai publié le message, a-t-elle dit. J'ai consulté mon téléphone. Mon mari n'a rien fait de mal. Camille Hartwell a menti. J'ai manqué à mon devoir de défendre Nolan alors qu'il le méritait, et j'en ai honte. Il y avait déjà des milliers de mentions j'aime. C'était public. Précis. Exactement ce que j'avais demandé. Mais c'était encore trop tard. Toujours trop tard. Je vais suivre une thérapie, a-t-elle promis. Je tiendrai tête à ta famille. Je ne te demanderai plus jamais de te taire. J'ai jeté un regard circulaire sur l'appartement. Le mug ébréché. La pile de contrôle de sciences des élèves de CM1. Le petit plan de basilic qui dépérissait sur le rebord de la fenêtre, parce que nous oublions toujours de l'arroser jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Cela avait été ma vie. Elle n'avait pas été entièrement mauvaise. C'est ce qui rendait le départ plus difficile, mais pas moins nécessaire. Tu promets d'être la personne dont j'avais besoin il y a 4 ans, ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer doucement. Je voyais qu'elle s'efforçait de se retenir. Est-ce que tu me détestes, a-t-elle demandé sur le pas de la porte. Non, ai-je répondu. Et c'était absolument vrai. C'est juste que je ne te choisis plus. La porte s'est fermée. L'appartement est retombé dans le silence. Puis, le numéro de Camille m'a envoyé un message depuis une ligne masquée, tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que je peux encore te prendre. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai transférée à Renata, et j'ai bloqué le numéro. L'avocate m'a appelé en moins d'1 minute. Ne réponds pas. Je ne l'ai pas fait. Les gens comme Camille se nourrissent de la honte secrète. A-t-elle expliqué. Mais ton histoire n'est plus un secret. Dès le lendemain matin, Crest. Publiait son communiqué, Crest. Capital Partners confirme que Camille Hartwell n'est pas employée par le cabinet, ne joue aucun rôle dans les transactions en cours, et n'est pas autorisée à représenter Crest.
À quelque titre que ce soit. Net, sans appel, public. Le site de conseil de Camille a disparu dans l'après-midi. Son profil professionnel s'est éteint. Ses anciens collègues ont cessé de lui répondre. Une lettre d'information financière a repris l'affaire, la publiant sous un titre si explicite qu'il se passait de tout commentaire. À 15 heures, Grant m'a envoyé par SMS une capture d'écran montrant que Camille avait tenté de le joindre à 14 reprises. « Est-ce que tu as répondu ?» ai-je demandé. « Non. Mais j'en ai eu envie. » « Non. Pas parce qu'elle me manque. Mais parce que je veux comprendre comment j'ai pu être assez stupide pour la croire. »« Tu n'as pas été stupide, lui ai-je répondu. Tu as simplement été éduqué à accorder plus d'importance à l'emballage qu'à la personne. Nous l'avons tous les deux été. » Il n'a pas répondu pendant un moment, puis il a écrit « Je suis désolé d'avoir ri pendant le dîner. » Ces excuses-là ont résonné différemment par rapport à celles de mes parents. Elles étaient moins travaillées, moins désespérées d'obtenir le pardon. J'ai tapé en retour « Je sais. » Pas de « Je te pardonne », ni de « Ce n'est rien », car ce n'était pas rien. Mais c'était honnête. Et l'honnêteté était désormais la seule valeur d'échange qui m'importait. 3 semaines plus tard, les conditions de Crestpoint ont changé. Ils sont revenus avec une offre plus avantageuse, mais je ne voulais plus vendre le contrôle de l'entreprise. Pas totalement. Le retentissement médiatique avait attiré l'attention de nouveaux clients, de nouveaux investisseurs, ainsi qu'une chose à laquelle je ne m'attendais pas, des emails d'autres fondateurs m'écrivant au milieu de la nuit pour me dire « Je pensais être le seul dont la famille n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. » La plateforme, qui avait débuté sous la forme d'un code informe sur la table d'une cuisine, était enfin reconnue à sa juste valeur. J'ai donc négocié un partenariat de croissance à la place d'une vente. Du capital sans abandon de contrôle. Du développement sans effacement de mon identité. Lors de l'ultime réunion, Nadia Brandt m'a dit « Vous réalisez que la plupart des fondateurs auraient accepté le montant initial et seraient partis. » J'ai passé trop de temps à me faire marcher dessus, ai-je répliqué. Je ne vends pas mon entreprise pour devenir une simple note de bas de page dans le portefeuille d'un autre. Elle a souri. Alors, construisons. L'accord a été signé en décembre. Sans Camille. Sans drame familial. Sans épouse à mes côtés pour les photos officielles. Juste moi, Callum, notre équipe juridique, et nos 38 employés qui m'ont acclamé à travers l'open space lorsque je suis sorti en tenant les documents signés. Sadie, de la réception, a débouché du champagne acheté au supermarché, car c'était tout ce que nous avions dans le réfrigérateur. Quelqu'un a mis de la musique un peu trop fort. Callum m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes en ont protesté. Tu l'as fait, m'a-t-il dit. À travers la cloison vitrée, je voyais la neige commencer à tomber sur la ville. J'avais passé des années à imaginer que le succès ressemblerait aux applaudissements de ceux qui avaient douté de moi. Une revanche éclatante. Proclamée bien fort. Cela n'avait pas ce goût-là. Cela ressemblait plutôt au contact rassurant de clé logée au creux de ma propre main. Quand ma mère m'a écrit « Nous sommes si fiers de toi, mon fils », j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Merci, ai-je répondu. Rien de plus. Parce que la fierté, tout comme l'amour, a un sens bien différent lorsqu'elle ne se manifeste qu'après l'apport des preuves. En janvier, ma vie s'était transformée, par petites touches discrètes. Un nouveau logement, situé à 15 minutes du bureau. Suffisamment en hauteur pour que le bruit de la circulation ressemble à un lointain grondement météorologique. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas posé à même le sol, car mes meubles n'étaient pas encore arrivés. Je mangeais des nouilles à emporter, directement dans leur carton,
tandis que la neige estompait les lumières de la ville. Derrière la fenêtre. Personne pour me dire de ne pas faire d'histoire. Personne. Pour être déçu par la portée de ma voix. Au début, ce silence m'a paru étrange. Puis il s'est révélé salvateur. Becca a signé les papiers de séparation en février. Nous nous sommes retrouvés dans le café proche du tribunal, là où nous avions l'habitude d'acheter des brioches à la cannelle après nos rendez-vous. Chez le dentiste, parce que la vie d'adulte méritait bien de petites récompenses. Elle s'était coupé les cheveux d'une manière qui ne lui allait pas très bien. Elle m'a dit qu'elle suivait une thérapie, et qu'elle apprenait à mesurer à quel point elle avait organisé sa propre existence autour de l'évitement du conflit. Si je t'avais défendu ce soir-là, a-t-elle demandé. Serions-nous encore mariés? J'ai regardé la vapeur s'élever de ma tasse. Non, ai-je répondu. Elle a semblé surprise. Cette soirée n'a pas créé le problème, ai-je ajouté. Elle a simplement allumé la lumière. Elle a acquiescé lentement. Chaque mot semblait la toucher comme une vérité qu'elle soupçonnait déjà, tout en espérant qu'elle soit fausse. J'espère que tu seras heureux un jour, a-t-elle dit. Et j'espère que tu deviendras courageuse, avant que quelqu'un d'autre n'ait besoin que tu le sois. Nous sommes sortis séparément. La clochette au-dessus de la porte a tinté une fois pour elle, puis une fois pour moi. L'email final est arrivé par un mardi. Pluvieux et gris, envoyé par Owen, mon avocat spécialisé dans les divorces. Finalisé. Pièce jointe à l'appui. Je me suis assis sur le bord du lit. Aucune larme n'est venue. Juste une longue et profonde inspiration, régulière. J'ai repensé au blazer gris, à la crème brûlée qui refroidissait dans son ramequin, au visage de Camille qui se décomposait sous son bronzage, au murmure de Becca, au rire de ma mère, au silence de mon père. Puis, j'ai pensé à mon nom, inscrit sur ces documents signés de ma main, à mon équipe, à ces 38 employés qui avaient bâti quelque chose de réel à mes côtés, pendant que ma propre famille s'imaginait que je passais mes journées à réinitialiser des mots de passe. Ils pensaient tous que je n'avais rien. Aucun pouvoir. Aucun relief. Aucune histoire digne d'intérêt. Ils se trompaient. J'avais bâti une entreprise dans le silence. À présent, j'ai construit une vie au grand jour. Et cette fois-ci, plus personne d'autre ne décidera de l'espace que je suis autorisé à occuper.